Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui on va parler d'une créature qui hante nos cauchemars depuis si longtemps, le vampire. Brille-t-il au soleil? Pue-t-il de la bouche même s'il ne mange pas d'ail? Je vais te répondre à toutes ces petites questions que tu te poses. Blague à part, c'est quoi un vampire? Non, parce que à force de voir la créature massacrée par Hollywood, on en perd un peu notre latin. Déjà, on va se mettre d'accord en affirmant que c'est un revenant en corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce bordel? Ça veut dire que contrairement aux fantômes, le vampire a une enveloppe corporelle. Si on va même plus loin, c'est un mort-vivant qui se nourrit de sang et qui tire de ses victimes leur force vitale. Souvent, les sucés, enfin les victimes quoi, se transforment en vampires elles-mêmes une fois la besogne finie, s'ils ne meurent pas. On connaît pas mal d'armes pour se débarrasser d'un vampire, mais laisse-moi apporter quelques petites précisions. Déjà, à Skip, c'est pas vraiment l'ail que les vampires en fait redoutent, mais la fleur d'ail. Donc range tes escargots au beurre aillé, c'est plutôt un bouquet qu'il te faudra pour te défendre. Et si tu y ajoutes du rosier sauvage, de l'aubépine ou de la verveine, là tu es sûr de mettre le vampire en PLS. Oui, les vampires redoutent la verveine. Mamie sera sauve. En Amérique latine, on les dit sensibles aussi à l'aloe vera, et dans certaines cultures, tu peux aussi entendre parler de la moutarde. Bref, le hipster est le cauchemar absolu de tout vampire qui se respecte. Qu'en est-il du soleil? Le vampire ne kiffe pas forcément une petite séance de bronzage, mais rien de vraiment mortel. C'est le cinéma en fait qui aurait apporté l'idée que le vampire meurt au soleil. Fun fact, sais-tu qu'aujourd'hui, les vampires pourraient voir leur reflet dans un miroir? Alors j'ai vu cette théorie totalement what the fuck quelque part et depuis je suis devenue obsédée par elle. En gros, la personne à la base de cette théorie considère que si les vampires ne pouvaient pas voir leur reflet, c'était à cause de leur non-compatibilité avec l'argent. Tu sais, que ça les tue. Donc quel est le rapport avec les miroirs? Alors, je suis pas historienne et encore moins scientifique, je répète bêtement ce que j'ai lu, mais à Skip, les miroirs étaient faits avec de l'argent. Et c'est donc pour cette raison-là que le reflet des vampires ne s'affichait pas. Comme aujourd'hui on n'utilise plus du tout l'argent pour les miroirs, ça devrait fonctionner en toute logique. Je sais qu'il y a une théorie qui dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils ne peuvent pas voir leur reflet, mais ça casserait notre délire donc on va faire comme si cette théorie n'existait pas. Où rencontre-t-on des vampires? Eh bien partout, mais principalement en Europe de l'Est, on va pas se mentir. Sinon tu en retrouves la trace partout dans le monde. Durant la Grèce antique par exemple, on en parlait déjà, mais c'est bien au Moyen-Âge que ça devient tendance. Si en Europe de l'Est on les associe pas mal aux strigoi, t'as vraiment plein d'autres créatures similaires dans le monde et en faisant mes recherches j'en ai découvert 3 dont j'ai envie de te parler. Partons d'abord en Chine, veux-tu? Là-bas, tu as les jiangshi, désolé pour la prononciation. Ce sont littéralement en fait des morts-vivants qui se déplacent en sautillant. Ouais, c'est pas ouf niveau street cred. Alors, j'ai vu différentes infos et différentes versions, mais dans certaines, on raconte que, en fait, un jiangshi n'est pas vraiment un mort-vivant capable de réfléchir par lui-même, on est plutôt en fait sur une version qui ressemble aux zombies. Comment est-il créé? Alors pareil, j'ai plusieurs versions. Donc soit c'est un esprit qui n'aurait pas réussi à quitter son corps, soit c'est un mort qui a été réveillé par un prêtre. Pourquoi que le saint homme aurait fait ça? En gros, il arrivait parfois qu'un individu meure loin de sa famille et que cette dernière ne puisse pas se déplacer pour venir aux funérailles. Elle demandait alors au prêtre de réveiller le mort pour qu'il rentre en sautillant chez lui et qu'il rejoigne les siens. Quand je te disais qu'ils ressemblaient pas mal aux zombies, c'est qu'ils sont représentés courbés avec les bras étirés en avant et la peau verdâtre. J'ai une technique aussi si tu rencontres un jour un vampire chinois. La légende raconte que s'il tombe sur un sac de riz, le vampire est obligé d'en compter chaque grain. Donc si tu as besoin de prendre de l'avance dans ta fuite, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Ensuite, tu as les Vetala. Encore une fois, et excuse-moi pour la prononciation, enfin ça va être le cas pour toutes les créatures dont je vais parler. Bon, les Vetala, on les retrouve en Inde. Encore une fois, c'est pas vraiment un vampire, mais plutôt un démon qui possède le corps des morts. Là où ça peut ressembler aux vampires, c'est qu'ils se tiennent accrochés aux branches, la tête à l'envers, un peu comme le ferait une chauve-souris. Et t'inquiète, je vais revenir sur le lien entre chauve-souris et vampire, mais un peu plus tard.
Au Ghana, le peuple des... Oh, la prononciation va être horrible, je suis désolée. Le peuple des Ashanti ont une créature qu'ils nomment Asanboson. Asanboson. Elle est décrite comme ayant des dents en fer, une peau rose. Elle vit aussi dans les arbres et on a vraiment très peu d'infos sur cette créature, donc je vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus. Dans la culture, c'est d'abord avec le roman Dracula que le mythe va devenir populaire, et c'est le film Nosferatu qui va planter le dernier clou dans le cercueil. Parlons maintenant de la vraie origine du vampire. En gros, comment on en est venu à créer cette créature dentue. On va parler d'abord étymologie. Et tu vas voir que c'est drôle. Si, je te jure. Vampire vient de l'anglais vampire, qui vient du français vampire avec un Y, qui vient de l'allemand vampire avec un I mais pas de E à la fin, qui vient du serbo-croate vampire écrit exactement de la même façon, et qui vient des langues slaves oupir. J'aurais pu te dire directement que ça venait du mot oupir, mais je trouvais ça plus drôle de faire tout ce cheminement totalement inutile. Bon, en gros, oupir, ça voudrait dire buveur par les dents ou créature buveuse de sang, donc un vampire, quoi. Maintenant, passons aux explications rationnelles autour du vampire. Déjà, on pense que ça viendrait d'un manque de connaissances sur les maladies telles que la tuberculose ou encore la rage, mais aussi de phénomènes de décomposition. Quand ta corps se décompose, t'as des gaz qui se forment et un gonflement. Si tu combines les deux, ça crée des sons qui peuvent faire penser que le mort gémit. Autre truc, la peau se rétracte et ça donne l'impression en fait que les ongles et les cheveux ont poussé alors que non. On a l'impression du coup que le mort n'est pas mort. Après, parfois, le mort est réellement pas mort. On pense aussi qu'avec le manque de connaissances médicales, il y a peut-être eu 1 ou 2 enterrements précoces, si tu me permets l'expression, et forcément le type qui se réveille dans sa tombe, il gueule un peu. Bon, en vrai, cette théorie fait pas l'unanimité parce qu'elle ne serait pas très crédible. Le peu de place dans un cercueil, le peu d'oxygène ne permettrait pas en fait au type enterré vivant de pouvoir se mouvoir assez pour se défigurer comme on a pu le voir dans certains cas de vampirisme. On dit qu'un vampire ne se décompose pas. Alors en effet, c'est possible qu'on ait trouvé des corps qui ne suivaient pas un schéma de décomposition classique. Mais là encore, il y a une explication. Avec une dose suffisante d'arsenic dans la terre, on peut altérer la vitesse de décomposition, mais ça, bien sûr, on ne le savait pas à l'époque. Souvent, les apparitions de vampires sont liées aux épidémies, parce qu'en fait, on essaye de trouver une raison à tout ça. Le cas le plus connu aux États-Unis, c'est celui de Mercy Brown. Et je pense en fait que je vais te faire un podcast dessus parce que c'est vraiment passionnant. Mais genre vraiment. On a aussi la théorie du vampirisme clinique. Alors là, c'est un vrai phénomène qui est aussi appelé le syndrome de Renfield et qu'on peut retrouver en fait chez les tueurs en série par exemple. En gros, l'individu atteint va chercher à ingérer du sang. Le pattern est assez souvent le même. Un mec un peu pété du casque qui avale son propre sang durant l'enfance, ça lui procure vachement de plaisir, alors il décide de passer au sang animal et de fil en aiguille, il bute son voisin pour le vider de son sang. Donc si ton gosse se met à adorer le boudin, je serai toi, je surveillerai mes arrières. Bon, après, jusqu'au XXe siècle, les médecins conseillaient aux anémiés de boire du sang, donc on peut pas reprocher à 1 ou 2 zinzins d'avoir eu l'idée de tester un vrai Bloody Mary. Et si on clôturait ce podcast sur le lien qui existe entre les chauves-souris et les vampires? Pourquoi qu'on pense que c'est la même créature? Tout simplement en fait parce qu'en 1761, un naturaliste du nom de Buffon, et franchement son nom il m'a fait marrer, bref je suis une gamine, Buffon a trouvé une chauve-souris en Amérique latine et comme elle suçait le sang de ses victimes, il a dit que c'était un vampire. Au final, sur toutes les espèces de chauves-souris qui existent, seulement 3 se nourrissent de sang, mais on a préféré en faire une généralité. Not all chauve-souris Gérard, not all chauve-souris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu, donc n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit j'aime ou à partager la vidéo si elle t'a plu. Moi je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.